Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous remercier, donc l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, pour l'organisation de ce second salon Babelika. Merci en particulier donc à toute l'équipe et à Laura Duguay pour toute l'organisation, la communication. Et merci à vous, Ousmane, d'être là. Et merci de nous permettre de nous exprimer autour de ce dernier livre d'Ousmane Sidibé, Repenser le statut du travail, une contribution africaine. Donc, pour commencer, Ousmane, je vais vous présenter brièvement. Donc, vous avez été ministre du Travail au Mali. Vous êtes spécialiste en droit social et sur les questions de protection sociale en Afrique. Et vous êtes actuellement professeur de droit à l'université de Bamako, commissaire à la réforme institutionnelle du Mali, membre du conseil scientifique de l'Institut d'études avancées de Nantes. Et vous présidez également depuis 2015 la commission Vérité, Justice et Réconciliation après les razzias djihadistes qui ont lieu au Sahel. Donc, récemment, enfin, en mars 2022, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, a élu son premier directeur général africain, le diplomate et politique togolais Gilbert Kosnongbo. Et vous publiez aujourd'hui avec les éditions de l'Atelier, Repenser le statut du travail, une contribution africaine, qui est paru récemment, ce 22 août 2023, et préfacé par Alain Suppiot, professeur émérite au Collège de France et spécialiste en droit du travail et de la sécurité sociale. Donc, dans votre livre, vous nous livrez une analyse et une réflexion sur les spécificités de la culture juridique africaine en matière de droit du travail et de la protection sociale. Et si vous portez toute l'attention sur les enjeux spécifiques aux pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone, je cite entre autres le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore le Burkina Faso, votre travail nous amène indéniablement, lorsque je dis nous, je m'inclus ici en tant que lectrice française, à un décentrement du regard porté sur le statut du travail dans nos sociétés marquées par le néolibéralisme occidental. Et donc il s'agit bien d'une contribution, comme le sous-titre l'indique, qui est aussi salutaire que pertinente, que vous nous offrez à lire. À ce titre, je reprends les mots d'Alain Suppiot qui nous parle d'un livre animé par un certain état d'esprit et qui rejoint un état d'esprit qui rejoint ce qu'il appelle une véritable mondialisation, c'est-à-dire faite d'échanges d'idées, de connaissances, et qui n'écrase pas la diversité des modèles sociaux, euh, en refus d'une mondialisation finalement marquée par le néolibéralisme qui nous constatons est en crise aujourd'hui, que ce soit environnementale, sociétale, sociale, économique. Donc pour cette discussion autour de votre ouvrage, je vais vous poser quelques questions et puis nous prévoyons un petit temps d'échange si des questions émergent parmi les auditeurs de cette conférence, visioconférence. Euh, donc, euh, j'ai une première question, Ousmane. Euh, Finalement, par rapport au livre, comment en êtes-vous arrivé à écrire ce livre et comment est-ce qu'il s'insère à la fois dans votre parcours d'homme euh, politique et aussi de juriste? Ok, merci beaucoup, Henri. En fait, l'idée de ce livre remonte assez loin, remonte à mes premières années d'enseignement à la faculté de droit de l'Université de Bamako. Donc, moi, j'ai enseigné le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, mais j'étais frappé par le fait que euh, le cours que je dispensais aux étudiants, c'est-à-dire la législation du travail, le code du travail, ses décrets d'application, le code de sécurité sociale, tout ça était assez différent de ce que je remarquais lorsque je visitais les entreprises dites informelles d'abord. Donc, quand je visitais les garages, euh, les ébénisteries, je voyais que finalement, ce que j'ai enseigné, ce n'était pas ce qui était appliqué. En matière de rémunération, en matière de durée du travail, en matière de congé, c'était assez différent. Et ça, ça m'a beaucoup frappé. Et je me posais la question vraiment de l'utilité même de mon enseignement.
Et en fait, même dans les entreprises dites modernes, le secteur formel, là, c'était plus ou moins le droit de travail enseigné qui était appliqué. Et même là, quand même, il y avait quand même des décalages, un certain décalage. Et donc, à partir de ce moment, j'ai commencé à réfléchir, à m'interroger sur la pertinence de ces enseignements dans le contexte africain. Et puis, quelques années après, lorsque j'ai été nommé ministre du Travail, et c'est là que j'ai compris en réalité ce qui se passait, c'est que, en fait, mes conseillers, le directeur du travail, tous ces experts sur les questions du travail, qui en fait étaient, qui préparaient les lois sur le travail, qui préparaient le code du travail, ses décrets d'application, et en réalité, ils n'étaient pas amenés à voir quelles étaient les réalités sur le terrain, quels sont les problèmes qui se posent aux travailleurs pour préparer les avant-projets de tests qui me soumettaient. En fait, lorsqu'une question se pose, leur premier réflexe, c'était de voir comment la question a été résolue en Europe. Nous étant un pays, une ancienne colonie française, d'abord en France, comment la question a été traitée en France, que dit le Code du travail en France, que disent les décrets d'application. Donc là, clairement, j'ai compris que il y a une forme d'acculturation, donc d'acculturation juridique de ceux qui travaillaient sur les lois, ici en l'occurrence les lois sur le travail. Donc c'est là que lorsque je suis sorti du ministère du Travail, ayant cette double expérience théorique d'enseignement et l'expérience pratique de profession en tant que ministre du Travail, donc je pensais avoir compris un peu le problème et j'ai décidé donc d'écrire sur cette problématique pour la partager avec tout le monde, avec d'abord les chercheurs, les praticiens du droit, les syndicalistes et tous ceux qui s'intéressaient aux questions du travail de manière générale. Et en discutant avec des collègues d'autres universités, tels que des collègues de l'université de Dakar, d'Abidjan et d'autres, j'ai compris, nous sommes arrivés à la conclusion que, en fait, c'était le même phénomène dans toute l'Afrique francophone en particulier, et que les législations du travail ne reflétaient pas la réalité, la culture juridique africaine, proprement africaine, et les réalités sociales que vivent les travailleurs et les employeurs, les acteurs du travail sur le terrain. Donc, c'est de là que vient ce livre. Merci. Et justement, dans l'écriture du livre, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots en fait votre ouvrage dans sa construction? OK, en fait, d'après ce que je viens de vous dire, vous avez bien compris qu'en fait, il y a plusieurs problématiques qui se croisent dans le livre. La première, c'est vraiment la circulation internationale des normes juridiques, la question du transfert des normes du nord vers le sud. Ici, en l'occurrence, le droit du travail, les normes du travail, transfert des normes du travail des anciennes puissances coloniales vers les pays colonisés, ici en l'occurrence les pays africains francophones, mais pas seulement. J'en suis arrivé à la conclusion que de plus en plus, aujourd'hui, on peut parler d'une véritable uniformisation du droit du travail. Cette uniformisation est née en quelque sorte de l'uniformisation des modes d'organisation du travail dans les entreprises, uniformisation des méthodes de management, donc qui sont inventées au nord, mais qui sont transplantées dans les pays du Sud par les filiales des organisations de ce multinational. Et donc, ces multinationales amènent avec elles également, d'abord, cette méthode d'organisation et aussi toute la législation du travail qui va avec, parce que, au fond, la législation du travail n'est que l'autre manière de formaliser, en quelque sorte, le mode d'organisation au sein de l'entreprise, les relations de travail au sein de l'entreprise et comment l'entreprise est organisée. Donc, aujourd'hui, avec la mondialisation néolibérale,
on peut parler d'une véritable uniformisation du droit du travail. Parce que partout aujourd'hui, le droit du travail est marqué par ce que le juriste du travail appelle la flexibilité du droit du travail. Cette flexibilité, c'est d'abord la facilité du licenciement. Cette facilité du licenciement, d'abord inventée peut-être aux États-Unis, en Angleterre, et aujourd'hui c'est diffusé dans le monde entier, dans les autres pays européens et également dans les pays africains, et aussi ce que les managers appellent la modernisation des formes de travail, c'est-à-dire les nouvelles formes de travail, c'est-à-dire le travail intérimaire et puis le travail à temps partiel qui sont présentés comme des moyens de faciliter l'accès notamment des femmes sur le marché du travail, de faciliter l'insertion des femmes et aussi des jeunes qui poursuivent leurs études, en même temps ils travaillent. Donc toutes ces formes de travail sont aujourd'hui exportés dans le monde entier, dans des contextes tels que le contexte africain, où cela est tout à fait différent. Et dans la réalité, sur le terrain, on voit bien que au lieu d'être des moyens d'aider les femmes à s'insérer sur le marché du travail, ce sont des méthodes qui portent un grave préjudice aux femmes, notamment les femmes qui doivent rester toujours en attente d'un coup de fil pour dire, bon, vous venez travailler ce soir, donc sans aucune planification dans leur organisation de la vie familiale. Donc, ça, c'est une des problématiques que j'analyse dans le livre. Et cette circulation internationale des normes a aussi comme conséquence le rejet, en fait, ces normes d'organisation dans les pays africains, parce que finalement, elles ne correspondent pas aux attentes des travailleurs et, et les travailleurs essayent de contourner, et quelquefois avec les employeurs même, essayent de contourner ces formes d'organisation du travail. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, l'individualisation des primes et indemnités, c'est quelque chose qui est au cœur de ces méthodes modernes de management qui sont consacrées par le droit du travail. Mais tout ça ne correspond pas à la culture organisationnelle du travail en Afrique. Et les travailleurs et même les employeurs essayent de contourner ça parce que la culture du travail en Afrique n'est pas organisée autour de la compétition individuelle, mais beaucoup plus autour de la collaboration, de l'entraide sur les lieux de travail. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement en Afrique, même des pays comme le Japon. Donc, cette culture de compétition forcée entre les individus. Et donc, en Afrique, clairement, cette compétition imposée par l'organisation au niveau des multinationales crée beaucoup de souffrance, crée une incompréhension parce que elle est même violente parce que ici en Afrique, la compétition existe, mais elle n'est pas le cœur de notre société. Ce n'est pas le moteur de notre société. Et lorsque la compétition existe, c'est généralement entre des classes d'âge ou d'autres unités sociales. Et donc, si cette compétition était organisée entre des unités de travail de manière nouvelle, ça encore, ça pouvait plus facilement être admis que lorsque c'est une compétition entre les individus. Et là, fatalement, ça devient quelque chose de violent. Et donc, je montre également l'exemple de la transposition de l'organisation de la sécurité sociale en Europe, transposée dans les pays africains. En Europe, l'organisation de la sécurité sociale est basée sur des cotisations parce que oui, 90% de la population active en Europe est salariée. Et donc, il y a assez de cotisations pour pouvoir être distribuées entre les salariés lorsqu'ils tombent malades ou lorsqu'ils ont des aléas sociaux. Mais en Afrique, on est parti de ce principe que aux indépendants dans les années 60, l'Afrique aussi allait entrer dans le plein emploi et que l'économie informelle allait être un tremplin
pour le développement des activités modernes. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Au début des années 60, il y a un emploi qui a démarré à travers les entreprises publiques, mais dès les années 80, avec ce qu'on appelait ici les programmes d'ajustement structurel, avec les licenciements massifs dans les entreprises publiques, donc la population d'actifs, de salariés s'est rétrécie et aujourd'hui en Afrique, c'est entre seulement 5 et 10% des actifs qui sont employés dans ce qu'on appelle l'économie moderne. Et donc, les régimes de sécurité sociale basés sur un système contributif, c'est-à-dire sur des cotisations, ne couvrent que entre 5 et 10% de la population. Et donc, il y a 90% des actifs en Afrique qui ne sont pas couverts par des régimes formels de sécurité sociale. Et donc là, moi, je propose, de revaloriser les méthodes traditionnelles de solidarité qui existent, qui se développent, notamment par exemple les tontines ou d'autres formes de solidarité traditionnelle, que ce soit au niveau sur les lieux de travail ou au niveau des communautés, pour suppléer en partie la faiblesse de la couverture des régimes formels de sécurité sociale. Et aussi, je propose que, en ce qui concerne surtout le régime maladie, qu'il y ait un financement public du régime maladie. Et aujourd'hui, même les organisations internationales, telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, sont revenus sur ce qu'ils considéraient comme un dogme, c'est-à-dire le fait que les restrictions autour de la couverture santé, ils ont compris que la santé, assurer une santé bien à la population, c'est non seulement important pour la population, mais c'est indispensable pour la cohésion sociale, pour le fonctionnement de la démocratie et des économistes, notamment français, tels que Thomas Piketty, ont montré que c'était absolument rentable pour un État d'investir dans la sécurité sociale. Et donc, je fais des développements aussi sur le travail informel, on fait comme si les codes du travail s'appliquaient au travail informel, alors que ce n'est pas le cas, donc je fais des longs développements sur ça. Et finalement, je conclus que sur le fait qu'il est besoin d'enraciner les législations du travail, d'enraciner les méthodes d'organisation du travail, pour qu'elles s'insèrent mieux dans les habitudes de vie, dans le parcours historique des États, dans la culture des populations. Et je crois que ça, c'est extrêmement important sans aboutir à un enfermement de l'Afrique. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. L'Afrique partage des valeurs communes avec les pays du monde. L'Afrique, nous avons eu un parcours avec les anciennes puissances coloniales qu'il ne s'agit pas d'effacer ou de rejeter des revers de main. Nous partageons beaucoup de choses en commun, mais nous avons aussi des spécificités qui doivent être reflétées dans notre organisation du travail et dans nos législations. Voilà en gros résumé, en tout cas un peu le livre. Merci pour ce résumé, c'était très bien. Et justement, je voudrais revenir, donc, sans faire d'essentialisation, vous mentionnez souvent l'existence de culture et de conception du travail. Et vous parlez entre autres d'un esprit du travail des sociétés africaines. Vous l'avez un petit peu amorcé déjà dans votre présentation, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, nous en esquisser des traits qui vous semblent ressortir dont vous avez cité? Alors, effectivement, le travail, je dis que dans le bouquin qu'il est tout à fait normal. On s'attendrait à ce que le droit du travail dans chaque pays reflète la culture du travail dans ce pays. Le droit du travail américain reflète la culture américaine. Aux États-Unis, toute cette flexibilité du travail nous vient des États-Unis en réalité. Parce que les États-Unis, dès sa création, les Américains ont une certaine méfiance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la loi, et ils privilégient plutôt le contrat.
En Afrique, c'est tout à fait différent. La conception même de l'entreprise en Afrique est différente de la conception de l'entreprise en Occident. En Afrique, l'entreprise est une communauté où il y a un employeur, des travailleurs, et on le voit à travers l'organisation des, ce que nous appelons ici euh, des événements sociaux. Lorsque un travailleur a un baptême, ou il a un décès, ou il est malade, ou un de ses parents est malade, c'est toute l'entreprise qui se mobilise. On voit tous les travailleurs, s'ils ne peuvent pas se souvenir, ils délèguent des personnes pour aller saluer à l'hôpital, pour apporter un soutien. Et c'est très frappant dans l'organisation des funérailles. Et donc, l'entreprise ici, c'est une communauté, on le voit ici en Afrique, quelquefois, au Mali, quand un travailleur va en congé, certains, pendant leur temps de congé, viennent au travail quand même discuter avec les travailleurs parce que c'est un peu comme leur famille. Et donc, conception communautaire de l'entreprise, ça veut dire que le chef d'entreprise est vu en fait comme un chef communautaire. Et donc, on le considère comme une personne bienveillante. Et donc, lorsqu'un salarié a des problèmes particuliers, il s'attend à ce qu'il soit soutenu par l'employeur et les salariés ceux qui sont les plus modestes, quand ils ont des événements sociaux, comme nous disons ici, maladie ou d'autres événements, ils s'attendent à ce que l'entreprise, le chef d'entreprise, eh bien, en soutien. Donc, aujourd'hui, on voit qu'en Europe, le management essaye de vendre cette conception communautaire du travail en Europe pour faire plus de consensus, mais ils y arrivent difficilement parce que l'entreprise a été en Europe le lieu même de la lutte des classes, ce qui est un peu différent chez nous. L'autre élément, celui que je mentionnais tantôt, c'est l'esprit de compétition qui la compétition telle qu'on le voit en Europe est vraiment inconnue en Afrique. Cette compétition effrénée entre des individus, c'est plutôt l'esprit de collaboration, d'entraide au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est important dans l'organisation du management et l'organisation du travail dans une entreprise. Autre question, c'est que en Afrique, dans la résolution des conflits, nous privilégions la médiation. La médiation est au cœur. Avant de penser à un procès, on pense d'abord à une médiation. Dans tous les domaines, dans le domaine politique. Lorsqu'il y a une crise politique dans un pays, tout ancien chef d'État en Afrique est supposé être médiateur potentiel. C'est comme ça que au Mali, c'est l'ancien président du Nigeria qui a été désigné comme médiateur. En Guinée, c'est l'ancien président béninois qui a été médiateur partout, partout en Afrique. Et il en est de même au niveau de l'entreprise. C'est vrai que même en Europe, notamment en France, quand il y a un litige, l'inspecteur du travail a une mission de chercher à concilier les parties. Mais c'est assez subsidiaire, en fait, c'est presque une formalité ici. L'inspecteur du travail, ici, ne peut pas mobiliser les mêmes ressources qu'un médiateur traditionnel, qui sont des ressources humaines, des ressources symboliques. Les médiateurs ici, ce sont soit des griots, soit des responsables religieux, des personnes qui ont quand même un poids, un certain poids social au niveau de la société et dont la parole compte. Donc, ce sont ceux-ci. Et donc, moi, je plaide pour que ceci soit pris en compte dans la gestion des conflits en Afrique. Ici, l'âge compte beaucoup l'âge compte dans le respect qu'on a pour les personnes. Et donc, dans les entreprises, quand il y a un litige, je pense pour que ce qu'on appelle les aînés, les personnes âgées, soient mobilisées pour essayer de concilier les parties. Et quand c'est un conflit collectif, une grève, il y a ce qu'on appelle ici un conseil d'arbitrage qui est formé de personnes un peu, des représentants du syndicat, mais
moi, je propose qu'on aille au-delà. Quand il y a un conflit collectif, une grève importante, qu'on mobilise ce qu'on appelle ici les notabilités traditionnelles, les leaders religieux, les leaders culturels. Donc, pour que eux également soient membres du conseil d'arbitrage, et ça, on le fait instinctivement. Sans que ce soit formalisé par la loi, lorsqu'il y a une grève qui menace même la stabilité du pays, mais même le Premier ministre, le président de la République, ils font appel à ces médiateurs, à ces personnalités, à ces responsables communautaires pour faire la médiation et généralement, ça porte fruit. Donc, moi, je plaide pour que tout ça soit pris en compte par la législation du travail. Je signalerai un dernier point, c'est celui la réparation de la faute, ce que les juristes appellent une faute non intentionnelle, mais que tout le monde peut comprendre. Ici, en Afrique, lorsque quelqu'un commet par inadvertance une faute et qu'il cause un dommage à autrui, si la faute est intentionnelle, donc là, ça se répare par des dédommagements. Mais lorsque la faute est non intentionnelle, en général, ça se répare par une présentation d'excuses que la victime accepte. Sauf si la victime, l'auteur de la faute, même non intentionnelle, est très solvable et beaucoup plus riche que la victime, là, dans nos sociétés, on accepte, c'est normal qu'il répare même une faute non intentionnelle, qu'il la répare financièrement parce que là, c'est selon le principe que la personne la plus riche doit réparer, doit même venir en aide à la personne dans le besoin. Sinon, de manière générale, et donc on voit que dans les entreprises, c'est appliqué instinctivement. Lorsqu'un salarié chez nous abîme un outil par une advertance, quelle que soit la valeur de cet outil, il n'arrive pas à l'idée d'un employeur de prélever ça sur son salaire ou de le faire payer du moment où la faute n'est pas intentionnelle. Il y a une évolution de ça maintenant ici. Je ne sais pas si c'est malheureusement, en tout cas c'est comme ça. Avec la pénétration des idées modernistes, avec la présence des employeurs étrangers qui n'ont pas cette culture, eux, quand un salarié cause un dommage à l'entreprise, ils le font payer. Et donc, ça commence à pénétrer un peu ici, sinon, ce n'est pas dans les cultures et les habitudes de vie. Et enfin, je signalerai quand même un dernier point, c'est qu'ici, en réalité, on tolère beaucoup de la part de la partie la plus faible. C'est-à-dire que entre un employeur, je donne un exemple, dans le code du travail, aussi bien un employeur qui veut licencier un salarié doit observer un préavis. Et inversement, un salarié qui veut démissionner doit observer un préavis. Mais dans le cas, on trouve normal que l'employeur qui veut licencier un salarié observe le préavis. Mais si un salarié a un travail quelque part, on voit mal, on accepte mal que l'employeur exige de lui d'observer le préavis. On trouverait ici que ce n'est pas normal et que cet employeur, ce sera une action mal jugée. On considérerait même que cet employeur est un peu même méchant à la limite. Pourquoi? Parce que le salarié est la partie la plus faible et donc l'employeur doit faire preuve d'une certaine compréhension, être moins exigeant, laisser ce salarié profiter de cette opportunité de travail sans lui exiger d'observer le plan. Voilà quelques exemples que je donne, il y en a d'autres, pour montrer que le droit du travail ici en Afrique doit mobiliser ces outils qui sont dans notre culture, à la différence, au lieu de reprendre intégralement l'organisation du travail et tout ce qui est le fond culturel, juridique européen. Merci. Et justement, par rapport à ce fonds culturel juridique européen, mais aussi à la flexibilité du travail qui, elle, vient donc plutôt des États-Unis, vous parlez du droit comme un outil de soft power.
Et en fait, comment ça se manifeste aujourd'hui, du coup, ce soft power en Afrique et qui en sont les acteurs? Et, En fait, aujourd'hui, on voit le marché africain, on considère, je mets entre guillemets, le marché juridique comme un marché comme un autre à investir. C'est-à-dire les différents pays, notamment les pays de common law et les autres pays, surtout eux d'ailleurs, voient l'Afrique comme un marché juridique à investir. Chacun veut vendre, les États veulent. je crois qu'il y a un souci, Ousmane, on vous entend plus du tout. Attendez. Un petit problème de connexion, ça va revenir, je pense. Je lui ai écrit du coup en parallèle pour le. Je pense qu'il s'en est rendu compte, mais. Oui, 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 tout à fait. Ah, il est. Je crois qu'il est. Il est sorti, ouais. Ouais. Je pense qu'il va se reconnecter. Ok, merci. Pas de souci. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Ok, bon. On n'est pas en France, on est au Mali, donc le réseau n'est pas forcément stable. Et Facile. donc, aujourd'hui, ce transfert de normes s'effectue beaucoup à travers les institutions internationales, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Notamment, quelquefois, à travers des choses simples, hein. Il y a ce qu'on appelle le classement Doing Business. C'est un système de classement des pays fait par la Banque mondiale selon la facilité, ce qu'ils appellent la facilité de faire des affaires, le classement Doing Business. Et plus vous avez des points, et les investisseurs internationaux regardent ce classement avant d'aller dans un pays. Pour voir un pays, les pays les mieux classés sont des pays qui attirent les investisseurs. Et dans ce classement, la flexibilité du droit de travail a une pondération très élevée. Et donc, au travers de ça, en fait, on exporte le droit de travail américain, tout simplement. Donc, aujourd'hui, ce soft power s'exerce soit directement à travers l'aide, à travers l'influence culturelle, à travers les institutions internationales, à travers le benchmarking, ce qu'ils appellent benchmarking, c'est-à-dire les pays qui essaient de voir ils essaient de voir dans les différents pays ceux qui ont les meilleures, comme on dit, les meilleures pratiques. Pour les meilleures pratiques, donc on voit tel pays a des meilleures pratiques, moi-même je les prends. C'est ce qu'on appelle le benchmarking. Donc c'est à travers tous ces systèmes que les différents pays exercent leur influence, exportent leur modèle juridique. Donc, dans ce grand transfert des normes vers les pays du Sud. Et il y a même une école, une théorie euh, euh, qui, euh, euh, qui défend l'idée selon laquelle la qualité du droit et des institutions est déterminante pour le développement, pour favoriser le développement. Et donc, les pays africains et du tiers-monde sont invités à importer les ressources juridiques et institutionnelles qui ont permis aux pays industrialisés de s'industrialiser. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas comme ça. Il ne s'agit pas d'importer massivement des ressources juridiques des États-Unis ou de la France au Mali pour que le Mali puisse se développer. Si cela était vrai, on serait déjà hyper développé depuis longtemps parce que nous ne faisons que ça depuis les indépendances. Parce qu'on minimise la capacité des sociétés, des travailleurs
à contourner les lois lorsque ces lois ne font pas sens. Lorsque les lois ne correspondent pas aux valeurs sociales, aux valeurs culturelles, les sociétés ont une capacité innée à les contourner. Et c'est ce qui se passe. Et même dans le monde végétal, les greffes, il faut des conditions spécifiques, particulières pour réussir une greffe. En plus forte raison, dans le domaine social, il ne s'agit pas de prendre des ressources juridiques ailleurs, les greffer dans une société, ça ne marche pas toujours. On peut bien, donc, on peut bien s'inspirer. L'emprunt a toujours fait partie de l'évolution des sociétés. Chaque société fait des emprunts, les sociétés font les emprunts des unes des autres, mais moi je fais la différence entre l'emprunt, tout à fait normal que tout le pays font, les pays se côtoient, il y a des échanges, c'est tout à fait normal, et une importation systématique de normes hors contexte. Et c'est ce qui se passe. Et ça, généralement, ça ne marche pas. Et face à cette importation systématique, du coup, et la flexibilité du travail qui est en train de s'imposer, du coup, dans différents pays en Afrique, est-ce que vous pensez enfin, il y a un rôle à jouer par les syndicats africains, et est-ce qu'ils sont déjà emparés des problématiques qui Les sont... syndicats ont beaucoup lutté contre cette flexibilité. Mais les syndicats n'ont pas réussi à empêcher cette flexibilité. Parce que, comme je vous ai dit, cette flexibilité, moi, comme ministre du Travail, je sais que à mon corps défendant, j'ai implanté certaines réformes. Parce que il y a le chantage à l'aide. D'un côté, si les institutions comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire ont ce qu'on appelle ici des conditionnalités, pour que vous avez signé telle convention de financement avec tel pays, mais il y a des conditionnalités pour le décaissement. La première tranche, il faut faire telle réforme, telle réforme, telle réforme. La deuxième tranche, pour la verser, il faut faire telle autre, telle autre. Et chaque année, il y a la revue de ces conditionnalités. Si vous les avez respectées ou pas, vous aurez droit à tel décaissement ou à tel pourcentage de décaissement. Donc, face à ça, les syndicats sont quasiment impuissants. Impuissants, et ça a une conséquence, ça a une autre conséquence au niveau des syndicats. C'est que les syndicats, voyant que leur impuissance pour empêcher ce mouvement hyper puissant, les syndicats se sont repliés sur des revendications plus catégorielles et plus salariales. Donc, les syndicats réclament davantage une augmentation des salaires et ils ont déserté le terrain de les conditions de travail, le type de management, parce que c'est très difficile. C'est un mouvement tellement puissant qui est porté par une communication tellement puissante, avec des moyens financiers derrière, avec un chantage à l'aide et puis à l'installation des entreprises. Aujourd'hui, c'est une compétition mondiale. Chaque pays veut attirer des investisseurs. Et donc, tout ce qu'il faut pour les attirer, les pays sont prêts à satisfaire ces conditions. Donc, voilà comment la flexibilité, et tout ça se diffuse à une très grande vitesse dans tous les pays, y compris même dans des grands pays tels que, où ce n'était même pas nécessaire, tels que le Japon. Donc, le Japon, qui a un autre modèle d'organisation du travail, n'a pas su résister à la flexibilité, et l'emploi à vie, qui était le modèle qui caractérisait le Japon, aujourd'hui n'existe plus que dans les grandes entreprises. Donc, tout ça, et ça, il y a des chercheurs qui ont montré que cela n'était pas, la situation économique du Japon ne le nécessitait pas, parce que c'est aussi pendant les crises économiques que les bailleurs de fonds et toutes ces organisations internationales profitent des crises économiques pour imposer, pour faire passer ces réformes. Pendant que les pays ont besoin d'argent frais, de financement, donc on met ces conditionnalités. Pour dire aujourd'hui, ce mouvement, quasiment un mouvement mondial. Mais moi, j'estime, et je le défends dans le livre, que tout ce mouvement de flexibilité
en fait, est l'origine américaine. C'est propre à la culture américaine, et ça, c'est peut-être britannique, le monde anglo-saxon. Et il y a un chercheur français, un démographe français, Emmanuel Todd, qui a expliqué dans plusieurs de ses livres que cette culture, que le monde anglo-saxon, de par ses origines, son histoire, son parcours, il explique comme ça, la structure familiale originelle, il est plus perméable aux inégalités que un pays comme la France, qui serait, de par les origines familiales, serait de culture plus égalitaire. C'est Emmanuel Todd qui explique ça dans beaucoup de ses livres. Merci. Et justement, pour revenir à la structure familiale que vous parlez, donc là dans les pays anglo-saxons, mais et pour parler un petit peu sur de l'autre dimension que vous abordez dans votre livre sur la protection sociale, aujourd'hui, malgré donc côté travail, l'entrée de la flexibilité de la flexibilité du travail, est-ce que au niveau des solidarités, on assiste à un déclin des solidarités traditionnelles au profit donc de réformes de la protection sociale Oui, et du droit du travail, oui, notamment au Mali et oui. dans les autres pays que vous analysez? Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui prédisent la fin, quasiment la disparition des solidarités traditionnelles. Mais moi, je ne pense pas que inéluctablement l'Afrique va. Parce qu'ils le disent parce que simplement ils pensent que l'Afrique doit sur le chemin européen. En Europe, les solidarités familiales communautaires ont été remplacées par un système de sécurité sociale viable, solide, avec un marché du travail où l'écrasante majorité de la population travaille et il y a des cotisations sociales qui financent la sécurité sociale. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Mais est-ce que, je dis qu'une société aurait plutôt tendance quand même à sauvegarder ces moyens de ce type de solidarité en attendant d'avoir de nouvelles formes de solidarité. Moi, je crois que c'est vrai, peut-être qu'il y a une évolution, un dépérissement peut-être des solidarités traditionnelles dans leur forme ancienne, mais moi, ce que je vois, c'est que quand même, il y a une transformation de ces solidarités. Il y a de nouvelles formes d'organisation de solidarité telles que les tontines qui se développent. Ici, au Mali, on ne tiendrait pas avec toutes les crises que nous traversons. Ce sont les solidarités familiales, communautaires qui permettent à la société de tenir debout. Par exemple, avec ces inventions d'IAI dans le nord et le centre, toutes ces populations qui sont venues vers le sud, qui sont venues à Bamako, ont été recueillies par des familles. Par des femmes. Et rarement, il y a certains, c'est vrai, qui sont dans des camps de déplacés, mais la grande majorité sont recueillis par des familles. Les étudiants qui quittent les villages pour venir dans les villes pour étudier, mais puisqu'il n'y a pas un système de bourse pour tous les étudiants, tous ces gens, la plupart, habitent sont recueillis dans des familles qui viennent du même village qu'eux. Donc, moi, je dirais que, et pour prendre un exemple qui concerne la France, malheureusement, l'actualité aujourd'hui par rapport à ça nous donne quelques inquiétudes. Dans, dans la région de Caille, la région frontalière entre le Sénégal, la Mauritanie et le Mali, qu'on appelle la région du fleuve Sénégal, la vallée du fleuve Sénégal, il y a une tradition migratoire forte vers la France. Et ce sont ces travailleurs immigrés qui sont en France aujourd'hui qui financent, moi je dirais, la sécurité sociale dans leur région. C'est ceux qui envoient l'argent pour payer la santé, pour payer l'école, pour payer la nourriture dans les villages. Et donc, moi, je me dis que dans une conception fonctionnelle de la sécurité sociale ne se ramène pas seulement au régime ici. Quand moi j'enseigne la sécurité sociale, ce qu'on enseigne, c'est les régimes légaux de sécurité sociale qui ne concernent que 5 à 10% de la population. Mais cette protection sociale assurée par les immigrés qui sont en France, qui envoient de l'argent,
c'est une forme de sécurité sociale qu'il faut reconnaître. Elle doit être étudiée dans les écoles parce que c'est elle a plus de substance que ces régimes faibles de sécurité sociale. Et même les travailleurs immigrés en France, moi j'ai visité le foyer des immigrés en France. Certains d'entre eux, tous, beaucoup sont au chômage, mais ils arrivent à vivre avec, dans les foyers, et ils trouvent là-bas de la nourriture bon marché, ils trouvent des habits traditionnels, ils trouvent des guérisseurs traditionnels qui vendent des médicaments traditionnels parce qu'ils ne sont pas couverts par la sécurité sociale française. Donc, au cœur des grandes villes européennes, les solidarités traditionnelles existent pour assurer la cohésion au niveau des travailleurs immigrés. Ça ne se voit pas, mais c'est un phénomène qui existe, même en Europe. Et donc, moi, je ne crois pas que, même si l'Afrique se développait, je ne pense pas que tous les pays doivent avoir les mêmes modes d'organisation de la sécurité sociale. La France n'a pas les mêmes modes d'organisation de la sécurité sociale qu'aux États-Unis. Ça, tout le monde le constate. Et en Grande-Bretagne, qui est un pays champion du libéralisme, la santé est financée par le budget national, à travers le National Health Service, qui finance, en Grande-Bretagne, tout résident légal qui n'a pas besoin de cotiser, mais qui est couvert au niveau de la santé à travers le financement public. Merci. Est-ce que vous nous entendez, Ousmane? Oui. Moi, je vous entends. Oui, c'est bon. Ok. Merci pour ce petit aperçu au niveau sur la protection sociale. Peut-être pour conclure, et s'il y a éventuellement des questions, qu'on se réserve un petit 10 minutes, comment on s'exprime aujourd'hui au salon Babelika qui promeut la biodiversité. Vous soulignez, Ousmane, dans votre ouvrage, l'importance justement de l'enracinement du droit du travail pour les pays. Et du coup, l'importance aussi de promouvoir des traductions de textes historiques et de la recherche sur le travail à l'époque précoloniale pour mieux comprendre l'héritage et l'esprit du travail. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de la recherche et des traductions? Est-ce que c'est en bonne voie? Il n'y en a pas assez. Il y a un chercheur sénégalais, Souleymane Bachir Diagne, un philosophe sénégalais qui enseigne aux États-Unis, qui a écrit sur cette question et qui propose de valoriser la traduction. La traduction. Parce que la question de la langue est au cœur de l'enracinement. On ne peut pas enraciner les politiques publiques si on n'utilise pas les langues dans lesquelles s'expriment les populations. Il ne s'agit pas pour moi de rejeter les langues européennes, le français, l'anglais, qui font partie, qui sont aujourd'hui un patrimoine africain. Mais à côté de ces langues, il faut développer les langues nationales africaines et promouvoir la traduction. Parce que euh, une, une bonne proportion des populations africaines ne comprennent pas le français, ne comprennent pas l'anglais. Et c'est par la traduction que ces populations peuvent accéder aux connaissances, mais surtout accéder aux lois, aux politiques publiques qui les concernent, qui les régissent. Donc, moi, je suis un partisan, vraiment, je pense qu'on fait très peu de traduction. Très peu, très peu, on ne fait pas assez, notamment dans les pays francophones et même ailleurs. Hein. Mais il y a des pays comme la Tanzanie, les pays d'Afrique de l'Est où le Swahili, ils ont une langue qui est assez, le Swahili, c'est assez utilisé. Peut-être dans ces pays, on fait plus d'efforts. Alors qu'ici, le Bambara, qui est parlé quand même un peu partout en Afrique de l'Ouest, le Peul, qui est parlé du Sénégal jusqu'au Soudan, c'est des langues transfrontalières qu'on peut utiliser pour vulgariser les politiques publiques, vulgariser les lois, diffuser le savoir, diffuser la connaissance. Merci beaucoup.
cette discussion, Ousmane, et encore merci à toute l'équipe de Babelika. Donc, peut-être s'il y a des questions parmi les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas. On, on est là et Ousmane se fera un plaisir de vous répondre. Moi, j'en aurais une peut-être, du coup, je me permets. Vous parliez au tout départ là, de, tout ce qui était moralisation des formes de travail là, qui vient notamment de l'Occident et qui a une incidence sur les femmes et sur leur accessibilité, les conditions de travail pour les femmes. Est-ce que vous pouvez développer ce point un petit peu, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. Effectivement, je crois que il faut reconnaître quand même les femmes sont les grandes victimes euh, de cette transplantation, ce transfert des méthodes d'organisation des entreprises multinationales en Afrique. Parce que en Europe, je crois que la femme a été quand même libérée de certaines tâches domestiques. Il y a plusieurs outils qui sont à sa disposition. Euh, Aujourd'hui, pour la nourriture, tout ça, tout est déjà bien préparé. Euh, les familles sont des familles assez limitées. On appellerait ici des familles nucléaires. Mais en Afrique, la femme, elle est travailleuse et le mère de famille en même temps. Être mère de famille en Afrique, c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est une très grande charge. C'est une très grande charge. Vous avez la charge de vos propres enfants, la grande famille africaine, les parents qui viennent du village, les étudiants qui viennent du village qui habitent chez vous. Donc, il faut préparer à manger pour tout le monde, avec même les gens qui ne sont pas prévus, parce ici en Afrique, on n'a pas besoin d'inviter quelqu'un pour qu'il vienne manger à la maison. Donc, on dit ici, s'il y en a pour 5, il y en a pour 7. Donc, donc tout ça, et il n'y a pas tout le système de... Après, il faut nettoyer tout ça, les ustensiles de cuisine. Donc, c'est une très grande charge. Les femmes, il y a la charge de travail familial qui pèse sur les femmes est énorme ici. Et concilier ça avec des formes d'organisation, parce que de plus en plus dans certains métiers ici, qui sont où les multinationales transfèrent leurs méthodes très productivistes dans les banques, dans les sociétés minières, dans la téléphonie, c'est quasiment les mêmes méthodes utilisées en Europe, en France, qui sont utilisées ici. Donc, avec énormément de stress. Moi, je connais des femmes qui, dans les banques, il faut toujours leur fixer un quota de clients à rechercher. Donc, c'est extrêmement prenant. Donc, vu bon, la fragilité, donc les femmes sont c'est beaucoup plus dur à porter pour une femme d'aller chercher des clients que pour un homme. Donc, dans nos sociétés ici. Donc, moi, je dirais que la question des femmes travailleuses en Afrique, c'est une question centrale qui, malheureusement, je trouve, n'a pas toute l'attention nécessaire, vu la spécificité de la situation en Afrique ici, l'organisation sociale qui fait qu'il y a un poids énorme qui pèse sur la femme ici. Et les hommes, je peux vous dire qu'ici, ils participent pour rien aux travaux ménagers. Hein. Donc, Je n'osais pas vous le dire, mais ça veut dire que la répartition n'est pas encore tout à fait équilibrée. Merci beaucoup en tout cas voilà, pour l'ensemble de la discussion. C'était passionnant. Merci beaucoup.
Merci, c'est moi qui vous remercie, vraiment, pour cette Merci à vous. opportunité que vous donnez d'échanger avec vous sur ces sujets qui me tiennent à cœur. Prudentienne, tu as une question? Je vois que tu veux poser une question. Prudentienne est libraire au Bénin, connectée avec nous. Est-ce que tu as une question? Je crois Elle qu'elle vous remercie remercie, pour votre présentation. c'est ça. Non, peut-être pas. Peut-être que sa connexion ne permet pas de... S'il n'y a pas d'autres questions... Si. Il y a des Que questions pouvons-nous sur faire le pour chat. que nos dirigeants essaient de revoir le statut de la femme africaine travailleuse? Une question donc de Prudentienne, de la librairie Savoir d'Afrique. Excusez-moi, je n'ai pas bien noté la question. Donc cette Prudentienne qui est libraire dans la librairie Savoir d'Afrique demande que pouvons-nous faire pour que nos dirigeants essaient de revoir le statut de la femme africaine travailleuse. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les femmes travailleuses africaines, c'est ça? Oui, Je peux peut-être relire parce que je crois oui, que oui, j'ai Marie, coupé un allez. petit peu. Je ne sais pas si moi, il y a un meilleur réseau, Oui, je mais vous entends mieux. donc la question que Prudentienne pose, c'est que pouvons-nous faire pour que nos dirigeants essayent de revoir le statut de la femme africaine travailleuse sans toujours faire des copier-coller de textes de loi. OK, OK. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'abord vraiment ne pas, dans les coopérations entre les syndicats, par exemple africains et les syndicats européens, ou entre les gouvernements africains et les gouvernements européens, ou dans les programmes de coopération, il ne faut pas partir en Afrique avec des solutions toutes faites, avec les solutions qui ont été éprouvées en Europe. Donc la situation, un programme de soutien aux femmes dans les entreprises en France, il ne faut pas essayer de dupliquer ça en Afrique. Il faut aller en Afrique en écoutant d'abord, en écoutant les femmes dans les entreprises, quels sont vos problèmes, quels sont vos besoins. Moi, lorsque j'étais prof à la faculté de droit, j'avais conduit une enquête dans une entreprise, dans une huilerie près de Bamako. Et puis, nous avons passé 4 heures de temps dans cette entreprise. Je voyais que les hommes allaient aux toilettes, pas une seule femme n'est allée aux toilettes. Ça m'a vraiment impressionné. Et puis, je me suis permis de poser la question. J'ai dit, mais je n'ai vu aucune femme aller aux toilettes. C'est là que les femmes m'ont expliqué qu'il n'y avait pas de toilettes séparées. Il n'y avait pas de toilettes pour femmes. Et donc, elles avaient du mal à aller dans les toilettes. Donc, des choses comme ça, voilà, il faut être sur place, observer, discuter avec les femmes. Moi, je pouvais pas, si je n'avais pas posé la question, je n'aurais pas compris. Donc, c'est typique, c'est un exemple que je donne souvent, mais il y en a d'autres. Donc, il faut les écouter. Moi, je crois qu'il faut les écouter. Les femmes ont des problèmes spécifiques. Il faut les écouter, connaître leurs besoins, connaître leurs attentes, connaître les problèmes particuliers auxquels elles sont confrontées pour pouvoir vraiment monter des programmes qui sont pertinents pour faire face aux difficultés des femmes travailleuses en Afrique. Donc, moi je dirais l'écoute. Prudentienne, si tu veux te procurer le livre chez Sidibé, il est tout à fait disponible aux éditions de l'Atelier, pour ta librairie. Si tu veux en commander quelques exemplaires pour ta librairie au Bénin, eh bien voilà, tu pourras le commander, aux éditions de l'Atelier. Ouais, ok. Et merci pour votre question, Prudentienne, qui était vraiment intéressante.
Je crois qu'on est arrivé à 14 heures comme prévu. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. Enfin, peut-être encore une, mais Pas l'impression qu'il y ait d'autres questions, hein, en effet. Non. Vous voulez dire un petit mot de fin, Marie? ben, je remercie encore du coup votre équipe pour l'organisation et merci beaucoup Ousmane pour cette heure de questions-réponses très vivante et voilà, j'espère que ça donnera des pistes d'analyse pour repenser le statut du travail et voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Également, si vous souhaitez lire, procurer le livre, vous pouvez le retrouver en librairie. Donc, Repenser le statut du travail, une contribution africaine. Et voilà, je pense que on est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci Marie. Merci vraiment l'organisatrice. Parce que je n'ai pas vu d'hommes, c'est surtout les femmes. Marie, je Les questions sur le je m'en travail. plains pas. Il n'y en a pas. Je m'en plains pas du tout.